Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui vous propose de mieux comprendre la ville, ses enjeux et ses problématiques. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les prisons. Bien souvent considérées comme un point noir dans nos villes, ce sont pourtant des maillons essentiels de notre vie en société. Imaginez tout simplement une ville, un pays sans prison. Pour en parler avec nous, David Derouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Fleury et Mérogis qui accueille la plus grande prison d'Europe. D'ailleurs, comment vit-on cela en tant qu'élu? Comment vit-on cela? On arrive d'abord maire, on est évidemment assez époustouflé par la présence de la plus grande maison d'arrêt d'Europe. C'est 180 hectares, donc c'est énorme, avec 3 structures. Et puis, c'est la ville un peu particulière en France où les personnels, pour 80%, habitent la commune. Donc, avant d'être des personnels, ce sont d'abord mes concitoyens. Voilà. Mais effectivement, s'il faut regarder sur Google Earth, comme n'importe qui peut le faire aujourd'hui, vous voyez la taille qui est assez impressionnante de la maison d'arrêt. C'est un tiers du territoire de la commune. Et quand vous voyagez en France, etc., et que vous dites « j'habite Fleury-Mérogis », tout le monde vous dit la prison avant de dire la ville. C'est ça. Alors, ça va un petit peu plus loin. Aujourd'hui, vous savez, on a tous des cartes de fidélité. Alors, je ne citerai pas les marques. Hein. On nous demande toujours notre code postal lorsqu'on va à Decathlon, chez Brice, etc. Et donc, on vous demande votre code postal et on vous dit Sainte-Geneviève-des-Bois ou Fleury-Mérogis. Et dès lors que vous dites, par exemple, vous êtes dans le sud de la France ou dans le nord de la France, Fleury-Mérogis, souvent les personnes se décomposent en se demandant si vous n'avez pas un aménagement de peine, si vous n'êtes pas un détenu qui s'est enfui. Voilà, donc c'est assez... au début, évidemment, ça perturbe un peu. À la fin, c'est une petite souffrance et après, voilà. Aujourd'hui, on le prend à la légère et à la rigolade. Et en faire, pourquoi pas, une fierté? Parce qu'il y a plein de choses à faire autour des prisons. Bien sûr. Alors, petite erreur de français, il ne faut pas dire prison dans le jargon officiel, il faut dire établissement pénitentiaire. Il faut faire un état des lieux de ces établissements pénitentiaires en France. Il y en a combien? Il y a combien de maires qui accueillent, comme vous, une prison? 200? Près de 200. Voilà, en réalité, il y a près de 200, on va dire, prisons en France, mais chacune ont des spécificités. Vous avez des maisons d'arrêt qui sont normalement transitoires pour des courtes peines. Vous avez des et pour les prévenus. Et pour les prévenus, oui. Bien entendu. Vous avez des centres de jeunes détenus qui accueillent évidemment des jeunes mineurs qui sont très très déstructurés, délinquants, avec un parcours très difficile. Vous avez des établissements pénitentiaires pour mineurs, vous avez les maisons d'arrêt des femmes. Vous avez la maison centrale de Clairvaux pour des détenus qui sont assez dangereux, avec des profils durs qui aujourd'hui devraient être redispatchés puisque le ministre a annoncé la fermeture de la maison d'arrêt de la maison centrale de Clairvaux, ce qui est une absurdité, mais j'y reviendrai. Donc, différentes structures, oui. Et en chiffres, il y en a 200 en tout, oui. Mais à l'intérieur, la population des établissements pénitentiaires aujourd'hui, c'est quoi? On est en surpopulation, mais quel est le chiffre exact? C'est toujours difficile d'avoir le chiffre exact, ça évolue de mois en mois. On est à des taux de suroccupation carcérale qui avoisinent 140% à l'échelle nationale, mais avec des différences entre établissements. On est à 155% à Fleury-Mérogis, vous êtes à 200% de suroccupation carcérale à la maison d'arrêt de Séguedin, là où Redouane Faïd s'était évadé. Et vous avez des taux qui sont colossaux dans beaucoup de maisons d'arrêt. Alors, on est à plus de 65 000 détenus aujourd'hui en France. On est à 67 000 détenus, voilà, pour en gros 55 000, 58 000 places. On a 15 000 détenus de trop. Voilà. On a pile 15 000 à l'instant T où je vous parle, détenus de trop dans les établissements pénitentiaires. Et pour garder ces 67 000 détenus, dont 15 000 en trop, il n'y a que 36 000 et quelques agents, 37 000 agents, pourtant Moins que ça, parce que vous avez les surveillants pénitentiaires et vous avez les personnels administratifs, les personnels des services d'insertion et de probation qui sont là pour la réinsertion des détenus. Donc, en réalité, vous avez, en termes d'encadrement, un surveillant aujourd'hui, dans les faits, pour 100 détenus, ce qui est absolument impensable pour que les surveillants puissent effectuer leur double mission régalienne, celle de la discipline dans les maisons d'arrêt et celle de la réinsertion du détenu. Alors,
Avec vous, il faut qu'on fasse vraiment un point et lever cette chape de plomb qu'il y a sur les prisons. Personne n'en parle, très peu de présence dans les médias de cette problématique, que quand il y a des problèmes ou quand il y a des stars qui arrivent dans des prisons. Aujourd'hui, je sais que vous avez fait le tour de France un petit peu des prisons à une époque, oui. Parce que vous vous êtes intéressé à cette problématique du fait que vous ayez une prison sur votre ville. Donc, ce problème de la surpopulation, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. Que faut-il faire ? Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, il faut faire un diagnostic comme un médecin. Si on n'a pas le bon diagnostic, on n'a pas le bon remède. Voilà. On a une vraie difficulté, c'est que, alors c'est un sujet tabou. La France a des sujets tabous comme ça. Elle l'a sur les pratiques de ses propres multinationales lorsqu'elles font des ravages sur l'environnement en Afrique ou en Amérique latine, alors que l'État est actionnaire de ses propres multinationales. C'est un peu pareil pour les prisons. On veut cacher la réalité, mais un jour la réalité, elle arrive forcément en pleine face. Et depuis 30 ans, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a une absence totale de prise en compte de l'évolution de la délinquance qui a in fine, sans réponse adaptée, pour seule réponse, l'augmentation de la population carcérale. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour des maisons d'arrêt. D'abord, on pense en France, parce que moi, si vous voulez, la première réaction que j'ai eue, c'est avec une telle population carcérale, je me suis dit, mais on est dans un pays sécuritaire. Ça a été le premier réflexe que j'ai eu. En réalité, absolument pas. Aujourd'hui, on ne va plus en prison pour avoir volé une baguette de pain. On ne va pas en prison c'est un mythe. Des vols. C'est un mythe. On ne va pas en prison parce qu'on a commis des vols. Il faut aujourd'hui avoir commis entre 8, 10, voire 12 agressions physiques pour être incarcéré dans une maison d'arrêt. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Toute la problématique, c'est qu'il y a eu de l'immobilisme depuis 30 ans à tous les niveaux. Vous n'avez pas de structure dédiée à l'augmentation, pour pallier à la progression de la délinquance juvénile. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez aujourd'hui, à l'instant T, chaque année en France, 10 millions d'actes de violence commis sur le territoire national. 10 millions d'actes de violence, 10 millions sur 70 millions d'habitants. Ça veut dire d'abord 10 millions de victimes. Sur ces 10 millions d'actes de violence, vous avez 4 millions et demi, 4 millions 600 millions d'actes de violence qui sont commis par des mineurs entre 14 et 18 ans. La délinquance juvénile a augmenté de 575% entre 1990 et 2010. Donc, en face, n'ont pas les structures adaptées. Et la politique française vise à dire, eh bien, il faut que le jeune ait la majorité, qu'il comprenne le sens de sa faute pour être jugé. Sauf qu'il a commencé à 14 ans par un vol. À 17 ans et demi, on le voit, et je ne suis pas le seul maire, quelles que soient les sensibilités politiques, ils sont passés soit au trafic de cannabis, mais maintenant plus généralement, et les études des douanes le montrent, au trafic de cocaïne, et puis aux agressions physiques. Et donc la seule réponse in fine, puisque il n'y a pas eu de sanctions adaptées au fur et à mesure de l'augmentation de leur parcours, eh bien c'est la prison. Et donc, ni les surveillants, ni les élus considèrent que construire des prisons est un enjeu de civilisation. Sauf qu'aujourd'hui, il faut 20 000 places de prison supplémentaires. Donc 20 000 places supplémentaires, est-ce que c'est nécessaire ou ça souligne un autre point noir qui est celui de l'insécurité dans les prisons ? C'est absolument nécessaire pour le point noir de l'insécurité dans les prisons, mais également, si vous voulez, pour respecter l'encellulement individuel et les enjeux de lutte contre la radicalisation dont on ne peut pas parler aujourd'hui parce que nous n'avons pas assez de recul, il faudrait une émission complète. Mais 20 000 places de prison parce qu'aujourd'hui, la politique qui est menée face à la surpopulation carcérale, c'est la délivrance d'aménagements de peine pour des personnes qui ont été jusqu'à commettre des délits sexuels. Ce n'est donc pas possible d'en arriver à répondre à l'insécurité en France par plus d'insécurité parce qu'il n'y aurait pas assez de place dans les prisons. L'autre conséquence, c'est évidemment l'insécurité même dans les maisons d'arrêt. Parce que là, il y a vraiment une chape de plomb, on n'en parle pas beaucoup. Là, on n'en parle pas du tout. On ne dit pas que le taux de suicide chez les surveillants pénitentiaires est 2 fois supérieur au taux de suicide moyen en France. Voilà, même si ce serait mieux qu'il n'y en aurait pas du tout. Mais vous avez un taux de suicide donc 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Vous avez une agression tous les jours dans un établissement pénitentiaire de France, au minimum.
au minimum, que ce soit à Grasse, que ce soit à Séguedin, que ce soit au centre pénitentiaire de Longnes. Je ne parle même pas des 2 surveillantes qui ont été victimes de tentatives de meurtre à Mauchauconin, là où je me suis rendu au mois de janvier. Et donc, c'est parce qu'un surveillant pour 100 détenus, il n'est pas possible, évidemment, d'assurer les missions. Et il y a une évolution de la population carcérale qui fait que, par rapport aux années 1990, celle-ci, d'une part, est beaucoup plus violente, puisqu'il n'y a pas eu en amont tous ces dispositifs de prévention, et d'autre part, qui se sent un peu toute puissante, parce que bien supérieure en nombre par rapport aux surveillants. Donc, par exemple, lorsqu'on appelle dans les coursives, vous avez un surveillant ou 2 surveillants par coursive pour ouvrir les portes des cellules pour que les détenus puissent partir en promenade. Vous avez des dizaines, des centaines de guet-apens qui se font par an. Donc on en est officiellement à 4000 agressions sur surveillants par an, alors que lorsque l'on regarde maison par maison d'arrêt, on en est à près de 80 000 par an. Ce qui paraît gigantesque, mais lorsque vous avez 70 000 détenus, ça équivaut quasi à une agression jour, ce qui est exactement le cas en ce moment. Donc aujourd'hui, il y a une vraie souffrance de la part des gardiens de prison. Bien sûr, souffrance par rapport d'abord à un revenu qui est modeste au regard des missions qu'ils effectuent. C'est un métier très pénible, un métier difficile avec une double mission. Et puis, dont la définition très exacte, c'est l'exécution des décisions et des sentences pénales et au maintien de la sécurité publique, et il favorise la réinsertion sociale des personnes confiées par l'autorité judiciaire. Et ça, c'est la dénomination, c'est leur fiche de poste. C'est la fiche des postes des surveillants pénitentiaires qui, aujourd'hui, ne peuvent pas correctement assurer leur mission parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, il y a la surpopulation carcérale, et puis il y a les profils des détenus. On en parlait tout à l'heure, des établissements spécialisés. Il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. Aujourd'hui, il y a, pour des raisons financières, avec des visions de court terme pour la réduction du déficit public, un manque de moyens crucial sur ce qu'on appelle des quartiers prioritaires pour des détenus dangereux. Voilà. Certains enfermés, comme à Séguedin. C'est comme ça que Redouane Faïn a pu s'évader, puisqu'il a été mis avec l'ensemble des autres détenus, alors qu'il était dans un quartier isolé pour, en gros, le grand banditisme. Vous avez aujourd'hui un autre problème qui est la question des personnes atteintes de pathologies lourdes. On ne dit pas, en France, que 20% des personnes incarcérées sont atteintes d'une pathologie lourde. Elles ne dépendent donc pas des prisons. Elles dépendent d'un suivi thérapeutique. Or, aujourd'hui, les surveillants le disent, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas psychiatres. Et donc, nous avons énormément de profils de schizophrènes, etc. Mais comment expliquer ce phénomène ? Là, à un moment donné, c'est même le problème de la justice et des peines encourues et des jugements de ces personnes. S'ils ont des profils avec des troubles psychologiques majeurs, ils ne doivent pas aller en prison. Oui, alors c'est un problème qui est un enjeu de société, pour le coup. Un enjeu de société, de diminuer à terme la délinquance, de diminuer donc à terme le place de prison, c'est un enjeu de société, un enjeu humaniste, je dirais. La logique aujourd'hui, c'est que la politique nationale depuis 20 ans, c'est de faire de la psychiatrie en milieu ouvert et non plus en milieu fermé. Donc vous n'avez pas des structures dédiées qui pourtant existent dans le milieu pénitentiaire, mais tout simplement il n'y a pas eu d'investissement dans ce qu'on appelle les unités hospitalières spécialement aménagées ou les unités hospitalières sécurisées interrégionales qui sont dédiées à ces profils de détenus. Donc aujourd'hui, vous avez 20% des détenus qui sont à l'origine de beaucoup d'actes d'agression, notamment parce qu'ils souffrent aussi de pathologies lourdes, et qui n'ont pas de prise en charge thérapeutique. Ensuite, vous avez le problème de la sécurisation des établissements. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que les surveillants subissent tous les jours insultes, violences verbales, physiques, vous avez... Dans des conditions d'infériorité numérique. Dans des conditions d'infériorité de rapport de force, numérique extrême. Vous avez, qui plus est, des passages à l'acte avec des prises d'otages, des agressions avec des hospitalisations lourdes de surveillants, puisque beaucoup de choses rentrent dans les maisons d'arrêt, notamment des armes blanches, des couteaux, etc., puisque la Cour européenne des droits de l'homme, au titre des droits de l'homme, a supprimé ce qu'on appelle les fouilles systématiques à corps. Dès lors... C'est-à-dire que...
Quand une famille vient Jusqu'ici, visiter... quand les détenus arrivaient, il y a ce qu'on appelle une fouille à corps. Dans une cellule spéciale, le détenu était mis à nu, voilà, de sorte de vérifier qu'il ne portait rien sur lui et que rien ne rentre dans les maisons d'arrêt. Les surveillants eux-mêmes le disent. Franchement, ce n'est pas du tout un plaisir que d'aller, entre guillemets, ausculter une personne qui rentre. Ça fait plaisir à personne, ni aux détenus, ni aux surveillants. Mais aujourd'hui, c'est la seule manière de vérifier qu'il n'y ait pas d'objets illicites qui rentrent dans les maisons d'arrêt. Et comme il n'y a pas de portique, comme dans les aéroports, vous passez, vous sonnez si vous avez dû faire ou quelque chose. Comme il n'y a pas de portique efficace, eh bien, tout rentre puisque les fouilles à corps ont été supprimées au titre des droits de l'homme. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les hommes et les femmes que sont les surveillants et surveillantes pénitentiaires sont également bénéficiaires des droits de l'homme. Ils ont tout autant droit à la dignité, au respect et à la sécurité de leur intimité, de leur corps. Donc par rapport à ces objets qui circulent, qui rentrent facilement, quelle est la solution? Il faut remettre en place cette fouille à corps, il faut encore plus sécuriser les prisons. Alors, on voit aujourd'hui beaucoup la presse à sensation forte, c'est... les sites YouTube sur lesquels les détenus se sont filmés dans leurs cellules, sur WhatsApp, etc. Bon, tout ça est bien gentil, mais la réalité, c'est que depuis la suppression des fouilles systématiques à corps, vous avez non seulement des armes qui rentrent, vous avez du cannabis qui rentre, vous avez de la cocaïne qui rentre, mais vous avez aussi beaucoup de téléphones portables. On a une augmentation de près de 100% de prises illégales de téléphones portables dans les cellules lorsqu'il y a des fouilles inopinées. Ce qui fait que vous avez, qui plus est aujourd'hui, 20% des appels, qui a été une étude menée et qu'a reprise Alain Bauer, sénateur spécialisé sur ces questions des prisons, 20% des appels qui sont faits de la part des détenus, appels illégaux, de leurs cellules, de l'intérieur vers l'extérieur, soit pour commettre des actes malveillants envers d'autres détenus, avec de la pression sur les familles, soit pour faire de l'intimidation sur les familles des surveillants, soit pour continuer à piloter les réseaux criminels, que ce soit le trafic de cocaïne, le trafic de prostitution, etc. C'est donc aberrant. Et aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est-à-dire mettre des brigades canines à l'entrée pour, par exemple, les... trafic de stupéfiants. Ça a fonctionné dans beaucoup de pays, ça fonctionne très bien. Vous avez une brigade canine à l'entrée et au parloir également. Cela évite aux amis des détenus de faire passer les drogues. S'agissant des portiques, aujourd'hui les portiques modernes, un seul coûte 150 000 €, ce qui est assez une aberration. On aimerait savoir avec qui l'État a passé le marché public. Mais ce qui est certain, c'est que l'installation de portiques efficaces permettrait d'éviter l'entrée des téléphones portables. Alors, surpopulation, problème de nombre de places, insécurité, l'état des prisons françaises est dramatique. Que faut-il faire? Quelles sont les mesures que vous prenez, Monsieur Derouet? Faut-il une nouvelle loi? Bien sûr qu'il faut une nouvelle loi. Il faut une nouvelle loi parce que, contrairement à ce qui est dit, par exemple, sur les aménagements de peine, sur la justice, c'est Michel Mercier, en 2009, qui a commencé les aménagements de peine. On ne peut pas, je considère que dans notre pays, on ne peut pas laisser des personnes qui ont commis des délits sexuels eh bien, en liberté, avec qui plus est, ce que personne ne sait, c'est que les bracelets électroniques, pour les personnes en semi-liberté, ne sont pas géolocalisés. C'est-à-dire qu'on peut vous localiser avec votre iPhone, on ne peut pas localiser une personne en semi-liberté. Et les forces de sécurité n'ont pas connaissance sur leur territoire des personnes qui ont un bracelet électronique. Ce qu'il faut faire, c'est des portiques totalement sécurisés, l'installation de brigades canines, entre-temps, évidemment, la reprise systématique des fouilles à corps, l'augmentation du nombre de surveillants, et puis étudier un système de brouilleurs d'ondes, ce qu'on appelle, qui permettent de bloquer les communications des détenus, sans par contre bloquer les communications des personnels du ministère de la Justice. Alors il y a évidemment aussi ensuite les conseillers d'insertion et de probation. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de la récidive, il faut que les conseillers d'insertion et de probation soient assez nombreux. Aujourd'hui, vous avez un conseiller d'insertion et de probation pour suivre 100 dossiers. Donc la réinsertion n'existe pas. Et donc la prévention de la récidive, aujourd'hui, c'est beaucoup de discours, mais c'est absolument rien. Et si on veut être efficace, il faut de la prévention de la délinquance juvénile, de la sécurisation des établissements, la reconnaissance, également par salaire, des personnels pénitentiaires,
Il faut aussi parler ce qu'on appelle des équipes régionales d'intervention, qui sont entre guillemets le GIGN de l'administration pénitentiaire, qui ont des missions qui doivent être renforcées. Parler des personnes qui font les extractions judiciaires, qui aujourd'hui ne sont pas armées, alors qu'elles peuvent déplacer d'un tribunal à une maison d'arrêt un grand bandit qui, s'il devait être libéré, serait libéré, j'ai envie de dire, par une armée entourée de matériel de guerre. Il y a énormément de choses à faire. Oui. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle, alors qu'il y a des solutions. Il y a le maire, il y a Derouet, il y a les syndicats qui se mobilisent, qu'on entend un petit peu. Je vais vous prendre deux exemples qui sont très faciles en termes de moyens. On dit qu'il n'y a pas de moyens, c'est faux. D'abord, il y a eu une erreur de déplacer les maisons d'arrêt pour faire les nouvelles en dehors des centres urbains. C'est une erreur parce que du coup, elles sont plus fragiles. Sont plus fragiles parce qu'elles sont à l'extérieur et elles peuvent faire l'objet, comme à Séguedin, d'une attaque pour faire évader un détenu. Secondo, vous avez la possibilité... Gardons les prisons dans nos villes. C'est ça, en périphérie, mais pas trop éloigné. J'ai été visiter Montchauconin, suite à l'agression, tentative de meurtre sur 2 surveillantes. Vous avez un terrain à côté qui permet notamment de faire de l'activité économique et qui permet également du coup de faire des formations qualifiantes pour la réinsertion. Vous vendez ces terrains d'État pour du développement économique. La recette rentre dans l'administration pénitentiaire, permet d'autofinancer les investissements nécessaires à la modernisation des maisons d'arrêt. Je l'ai proposé à Fleury-Mérogis, au nouveau ministre Jean-Jacques Urvoas. Cela fait 3 mois, nous n'avons aucune réponse. À Réau, le maire de Réau, Alain Auzet, a anticipé et propose des solutions pour accueillir dans des logements neufs les personnels de l'administration pénitentiaire. Il n'a pas de réponse. Alors que l'acquisition du foncier à l'État pour construire du logement, qui est une commande de l'État, permettrait d'apporter de la recette à l'État. On est donc face à une inertie d'État qui est colossale, à une absence de réponse incompréhensible, car mettre des portiques... C'est parce qu'ils manquent de moyens, qu'ils ont peur de ne pas avoir l'argent? Je ne sais pas. Alors, soit, si vous voulez, aujourd'hui en France, c'est la direction de l'administration pénitentiaire qui a plus d'autorité que le ministre, soit le directeur de cabinet du ministre a plus d'autorité que M. Urvoas, soit M. Urvoas, eh bien, tout simplement, a un manque total de volonté politique. Mais en tout cas, il faut à un moment donné que les choses soient claires et soient dites. Ils veulent faire ou ils ne veulent pas faire. Aujourd'hui, il y a des solutions pour aller vite. Les surveillants en ont proposé. Les brigades canines, ce n'est pas ce qui va coûter extrêmement cher en France, au parloir, etc. La question des contrats de maintenance dans les appels d'offres, il faut savoir quand même que dans la plupart des maisons d'arrêt, il n'y a pas de contrat de maintenance sur la vidéosurveillance pour raisons financières. Ce qui fait que quand les caméras sont en panne, pour les cours de promenade ou pour l'extérieur des maisons d'arrêt, eh bien, elles ne sont pas réparées. Et le scandale a été de découvrir... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des détenus ne sont pas surveillés. Bien sûr. Vous allez au Baumette, vous avez 2, 3 caméras qui fonctionnent sur à peu près 50. Quand je suis allé à Montchauconin, les policiers ont demandé à voir les vidéos devant la maison d'arrêt pour vérifier, essayer de trouver, d'identifier les assassins qui avaient voulu tuer les 2 surveillantes. Eh bien, ils ont découvert que les caméras étaient factices. Elles étaient factices. Voilà. Donc, on est dans une aberration totale. Aujourd'hui, il est urgent de mettre des moyens qui ne sont pas compliqués à mettre en œuvre. Je vais vous donner un chiffre. Le budget du ministère de l'Intérieur et de la Justice cumulé en France aujourd'hui, c'est 15 milliards d'euros. Le coût de la délinquance par an en France, c'est 115 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en réalité, le déficit public annuel de l'État est lié pour 100 milliards à son inaction. D'accord. Donc un vrai plan concret sur 5 ans ferait que finalement, on répondrait tout simplement en termes de moyens à la sécurisation des établissements, et qui plus est, on diminuerait le déficit Mais public. comme rien ne bouge, il faut faire des choses, par exemple construire de nouvelles prisons. Quel modèle pour les construire? Quel modèle économique et financier? On a parlé des PPP, des partenariats publics. Surtout pas les partenariats publics-privés. Ce sont les maisons les plus mal conçues et aujourd'hui les plus dangereuses pour les surveillants. Voilà. Donc elles coûtent des fortunes à l'État et elles endettent les générations futures. Non, aujourd'hui les maires savent, si le gouvernement les sollicite, nous savons faire
nous pouvons les accompagner avec du terrain, de l'activité économique. Aujourd'hui, effectivement, nous avons lancé un appel, puisque rien ne bouge. Nous sommes plusieurs maires à signer une lettre ouverte au président de la République. Nous sommes plus d'une dizaine, de nombreux continuent à signer. Le maire de Réau, Alain Auzet, M. Isnard, le maire de Salon de Provence, d'autres ont signé également cet appel. Je ne peux pas les citer tous. L'objectif, c'est de construire des maisons d'arrêt adaptées, plus petits établissements, mais avec à côté, lorsque c'est nécessaire et où il y a des hôpitaux, des unités hospitalières spécialement aménagées ou sécurisées interrégionales, notamment pour les détenus qui disposent de troubles psychiatriques lourds. Dans cette mobilisation, il y a d'autres propositions au-delà de la construction de nouveaux établissements. Nous nous opposons très clairement à la fermeture de la maison centrale de Clairvaux, qui est une absurdité et dangereuse pour le pays. Cette fermeture est dangereuse pour le pays. Il faut cesser, monsieur le ministre, la fermeture de la maison d'arrêt de Clairvaux centrale. Et par exemple, sur les recrutements du personnel, il y a des choses que vous proposez également? Oui, 2000 surveillants et 1000 conseillers d'insertion et de probation sur 5 ans, avec 20 000 places de prison et 40 unités hospitalières spécialement aménagées ou sécurisées interrégionales à l'échelle de la France. Sur 5 ans, c'est réalisable. Voilà. Nous n'avons pas demandé des choses qui ne sont pas infaisables. Nous avons demandé ce qu'il est possible de faire quand on a la volonté. Donc il y a un vrai retard dans les prisons françaises. Oui. Vous êtes un maire en colère. Oui, toujours. Toujours. Merci beaucoup, Monsieur Derouet. Si vous voulez en savoir plus sur le milieu carcéral, je ne saurais que vous conseiller de surfer sur le web en allant sur le site des différents syndicats de la pénitentiaire qui s'affichent sur votre écran. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur David Derouet, je vous conseille ce livre qu'il a écrit il y a quelque temps, mais qui est toujours riche en informations sur les prisons et sur bien d'autres domaines. Je remercie encore une fois. Merci à bientôt sur la chaîne Demain. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle émission Demain la Cité. Au revoir.